Bonjour à tous. Les collèges de proximité ouvrent le 1er décembre 2015. Ces établissements sont censés résorber le problème d'affectation de milliers de nouveaux collégiens dans les villes de l'intérieur. Au cours donc d'un atelier initié à leur intention, directeurs centraux et régionaux ont été appelés à faire de cette rentrée scolaire une véritable réussite. Herman Niamia. La rentrée des collèges de proximité prévue pour le 1er décembre se fera d'abord dans les établissements où tout est construit, où il ne manque juste que les enseignants. C'est le cas des établissements construits dans le cadre du programme d'urgence d'appui à l'éducation de base ainsi que ceux de l'USAID. Quant à la deuxième rentrée qui aura lieu le 4 janvier 2016, elle concerne les 40 collèges du contrat développement des endettements CDD. C'est donc pour impliquer les directeurs centraux et régionaux dans la réussite de ces rentrées que cet atelier a été organisé. Le thème qu'on retient effectivement, c'est les collèges de proximité, mais c'est en réalité tout l'ensemble des nouvelles écoles, des nouveaux établissements d'enseignement secondaire dont nous disposons pour cette rentrée. À certains endroits, il y a eu des petits retards techniques. On avait surtout un assez gros handicap qui était la disponibilité des enseignants pour ces nouveaux collèges. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique précise que la prise de fonction des chefs d'établissement, la préparation des emplois du temps des professeurs et des élèves aura lieu du 23 au 24 novembre. Koné Raoul ajoute aussi que la rentrée des personnels administratifs, la répartition des élèves par classe, la mise en place de tous les outils de pilotage, notamment les cahiers de textes et de notes, ainsi que l'inscription des élèves, se feront du 25 au 27 novembre. Ce sont au total 82 collèges de proximité qui seront bientôt ouverts. Ces établissements ont pour objectif de répondre aux défis de l'affectation de milliers de nouveaux collégiens dans les villes. L'agriculture face au changement climatique. Pour faire face à ces nombreuses conséquences, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont adopté un projet 8 ans après la mise en œuvre de ce projet dénommé Métagri, entendez météorologie et agriculture face au changement climatique. Quel bilan? On en parle avec Justine Dike. Le changement climatique a bouleversé les habitudes culturelles des populations de l'Afrique de l'Ouest, dont 70% sont tributaires de l'agriculture. Pour la maîtrise de l'environnement de la plante dans ce nouveau contexte, en vue de l'amélioration des rendements agricoles, le projet Météorologie et Agriculture face au changement climatique Métagri est né de la volonté des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Financé par le Royaume d'Espagne et son service météorologique et coordonné par l'intermédiaire de l'Organisation météorologique mondiale, le projet Métagri, initié depuis 8 ans, a consisté entre autres à informer et sensibiliser les paysans afin de mieux gérer les risques climatiques, à les former à la lecture et à la collecte et transmission de données pluviométriques et à doter chaque village ou organisation professionnelle agricole d'un pluviomètre. Mis en œuvre en Côte d'Ivoire depuis mars 2012, le projet Métagri opérationnel a donné des résultats probants. Nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet au niveau de la Côte d'Ivoire, formé près de 1500 agriculteurs, distribué près de 600 pluviomètres et sillonné 14 régions sur 31. L'impact est autour de environ 25 à 30% d'augmentation de productivité pour les agriculteurs ayant utilisé les informations climatiques et météorologiques pour leur agriculture. Cet atelier de 5 jours qui réunit des experts de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, ceux de l'Organisation météorologique mondiale et du Royaume d'Espagne, vise à évaluer l'impact du projet Métagri OPES sur les activités en milieu rural. Nous sommes ici, l'Organisation météorologique mondiale, dans le cadre de cet atelier, afin d'échanger avec les différents experts présents ainsi que les représentants des différents pays, afin de tracer un canevas ou voir quelles sont les dispositions à prendre afin d'évaluer les acquis du projet, également envisager les perspectives. Le projet Métagri OPES est coordonné en Côte d'Ivoire par la Sodexam à travers sa direction météorologique nationale.
Les pompiers civils de Côte d'Ivoire en formation, l'activité s'inscrit dans le cadre du programme de réforme du secteur de la sécurité. C'est Émeraude Assa et Christelle Menant qui nous en parlent. Ils sont une trentaine de pompiers civils, dont 3 femmes à bénéficier de cette formation continue à Grand-Bassam. Déjà en activité, ils vont en apprendre davantage sur l'organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention des risques civils. On a fait la formation depuis Boaké, nous sommes sortis. Et depuis nous sommes ici, nous continuons toujours de sauver des vies. Et nous avons un niveau, mais nous continuons toujours la formation encore pour être des professionnels demain. La formation continue des pompiers civils s'inscrit dans le cadre d'une réforme politique du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Ce processus a permis d'absorber à travers les services de l'État plusieurs ex-combattants, dont 1500 rattachés à l'Office national de protection civile. Il s'agit de renforcer le maillage de la présence des pompiers à l'échelle nationale, garantissant ainsi à chaque Ivoirien d'être pris en charge et de bénéficier des premiers secours en cas de besoin. Les cours qui vont être dispensés par les encadreurs et formateurs porteront sur la lutte contre les incendies, la prévention et les techniques opérationnelles. Le Programme national des Nations Unies pour le développement appuie l'ONPC depuis le mois de juin dans son ambition de moderniser la protection civile en s'alignant sur des standards internationaux. Ces formations sont très spécialisées. Elles consistent à mettre à niveau des jeunes sapeurs-pompiers, issus notamment du processus DDR, et de pouvoir les préparer à ces différentes prises en charge. Ce sont au total 250 pompiers civils qui bénéficieront de la formation continue dans les villes de Boisflé, Daloa, Odiéné et San Pedro. Et ce drame survenu dans la nuit du samedi au dimanche dans le quartier Belleville, c'est à Boaké, 2 morts, 4 grands brûlés et de nombreux dégâts matériels. À l'origine, un court-circuit. Kwadjo Kwame. 2 morts, 4 grands brûlés, dont 3 en instance d'évacuation au service des grands brûlés du centre hospitalier universitaire de Cocody, et une maison et tout son contenu parti en fumée. C'est le triste bilan du sinistre intervenu dans la nuit du vendredi à samedi dernier, aux environs de 1h du matin, au quartier Belleville de Boaké. Ce drame serait dû à un court-circuit d'un brasseur mal branché. Les flammes et la fumée ont englouti la maisonnée aux portes closes. Ce sont les cris de la famille en danger qui ont alerté les voisins. Ces derniers ont dû défoncer la porte pour secourir les Sidibé. La consternation et l'affliction étaient à leur paroxysme dans la famille Sidibé. Mon petit frère qui me suit directement, voulant protéger le reste de ma famille, s'est laissé calciner. Mon fils brûlé, mon deuxième petit frère brûlé, la femme de mon grand frère brûlée. Je lance un appel à toute la Côte d'Ivoire de venir au secours de ma petite famille. Les 2 morts de cette tragédie ont été enterrés ce lundi. Les incendies dus au court-circuit sont légion dans ce quartier. L'année dernière, une famille a échappé à la mort dans les mêmes conditions. La Côte d'Ivoire apporte son soutien au Mali après l'attaque de l'hôtel Radisson vendredi dernier, attaque qui a fait au moins 19 morts. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, à la tête d'une délégation, est allé traduire la compassion du peuple ivoirien à l'ambassadeur du Mali, le Mali qui, depuis hier, a entamé 3 jours de deuil national à la mémoire donc des victimes de cet attentat. Sidonie Davila. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement et le peuple ivoirien sont profondément attristés par le lâche attentat terroriste. Face à cette barbarie sans nom, nous voudrions réitérer nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, nos vœux de prompt rétablissement aux blessés et assurer le gouvernement et le peuple malien de notre fraternelle solidarité.
C'est en ces termes que le gouvernement ivoirien a exprimé toute sa consternation et sa solidarité au peuple frère du Mali devant tant de barbarie. Un message inscrit dans un cahier ouvert à l'occasion et lu par le ministre d'État, Charles Kofi Dibi, ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs membres de son gouvernement, ce lundi dans les locaux de l'ambassade du Mali, déplorent et condamnent une fois encore cet attentat meurtrier. Le drame qui les touche est aussi le nôtre. Le terrorisme est un élément encore important sur lequel donc l'ensemble de la communauté internationale doit travailler. D'où la nécessité, disons, d'avoir une concertation de plus en plus forte en matière d'abord d'échange des informations, de renseignements d'une part, mais aussi en ce qui concerne les pays en développement, une mutualisation des efforts. La Côte d'Ivoire, aux côtés du Mali, un soutien pour deux peuples qui partagent à la fois une histoire et une frontière. Je crois que la Côte d'Ivoire a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles. Depuis le début de l'histoire commune, je voudrais, au nom du président de la République du Mali, remercier très sincèrement le président Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble du peuple ivoirien pour cette solidarité, cette fraternité. Cet attentat terroriste au Mali bouleverse toute l'Afrique et plus particulièrement la CEDEAO. C'est pourquoi la communauté veut désormais faire de la lutte contre le terrorisme une de ses plus grandes priorités. Plus de 5 millions de Burkinabés attendus aux urnes dimanche prochain pour choisir leur président. 14 candidats donc en lice dans les quartiers généraux. On sonne la mobilisation et on retrouve Alexis Ouedraogo pour faire le point. À 6 jours de la présidentielle 2015 au Burkina Faso, la commission électorale burkinabé fait ses derniers réglages. Ce lundi, au bureau de l'institution, l'heure était au retrait des accréditations. Plus de 15 000 observateurs nationaux et internationaux sont déjà sur le terrain. Ils devront observer et alerter en cas d'incident durant ce processus électoral. Plus de 5 millions de Burkinabés sont attendus aux urnes dimanche. 7 898 bureaux de vote seront ouverts sur toute l'étendue du territoire. Un certain nombre de dispositions qui ont été prises déjà, à savoir donc, les fichiers, nous l'avons bouclé et nettoyé, donc même confirmé par l'OIF. Ensuite, nous avons, avec les partis politiques, défini le bulletin unique pour le vote. Les populations, je le confirme, peuvent être sereines pour aller au scrutin le 29. En tout cas, en ce qui nous concerne, toutes les dispositions sont prises dans ce sens. Tous ceux qui ont leur carte d'électeur, qui savent là où ils sont inscrits, peuvent aller le 29. Les bureaux sont ouverts de 6h à 18h. Pour exercer leur droit de vote. Rappelons que ces élections présidentielles sont couplées avec les législatives. 127 sièges sont à pourvoir à l'hémicycle. Les populations, elles, espèrent que ce scrutin signera définitivement le retour à la stabilité dans le pays et par ricochet dans la sous-région ouest-africaine. Après 4 jours passés au bord de la lagune et Brié pour une visite privée, le président congolais Denis Sassou Nguesso est retourné dans son pays hier lundi. Il était accompagné pour l'occasion par le chef du gouvernement, vous le voyez en image, le ministre d'État de l'Intérieur ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. On note également la présence de l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire et d'autres ressortissants gabonais. Lutte contre la corruption, bonne gouvernance, 20 députés ont déclaré leur bien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils ont adopté la loi relative à la déclaration de patrimoine ce lundi. 20 députés se sont rendus au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour déclarer leurs biens. Reçus par des responsables de l'institution, dans cette salle, le processus de déclaration est expliqué aux parlementaires. Nous sommes des députés, nous devions être des modèles. Et c'est en cela que nous venons aussi pour dire que le député, c'est celui-là même qui a la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Donc tout en voulant contrôler l'action gouvernementale, il était de bonne loi que nous venons nous-mêmes d'abord
faire l'exigence de la transparence avant de contrôler l'action gouvernementale. Les informations recueillies dans les bureaux de l'institution sont strictement confidentielles, sans risque de fuite. Pour ces députés, membres du réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption, se soumettre à cet exercice est la première étape du processus de création de l'Ivoirien nouveau. Pour une action majeure de la haute autorité, nous devons donner l'exemple à la population afin que tout le monde puisse venir déclarer leurs biens. C'est un sens hautement citoyen. Ça devait être notre réflexe constant pour tout citoyen, surtout pour un parlementaire. Sont assujettis à la déclaration de patrimoine les présidents des institutions, les membres du gouvernement, les personnalités et toute personne utilisant dans le cadre de ses fonctions les moyens financiers de l'État. La France intensifie ses frappes contre les positions de l'État islamique au nord de la Syrie, précisément à Raqqa. Le porte-avions Charles de Gaulle est entré en scène. Christelle Mena. Les frappes françaises en Syrie s'intensifient. 26 chasseurs bombardiers lancés depuis le porte-avions Charles de Gaulle déployé en Méditerranée orientale ont frappé ce 23 novembre des centres de commandement et de recrutement ainsi que des ressources pétrolières de l'État islamique. 2 objectifs ont été détruits, des frappes à Ramadi et à Mossoul en appui au sol aux forces locales qui étaient en progression contre les troupes de Daesh. Les 26 chasseurs embarqués sur le Charles de Gaulle triplent la capacité des frappes françaises dans la région, en s'ajoutant aux 12 Rafales et Mirage 2000 stationnés aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Un engagement accéléré dans des eaux méditerranéennes où la flotte russe est très présente. La collaboration entre états-majors français et russes tient depuis la semaine dernière à des échanges d'informations. Côté aérien, la coordination des opérations passe par le quartier général de la coalition conduite par les États-Unis au Qatar. En dépêchant en Méditerranée orientale le Charles de Gaulle, son navire amiral, premier et seul bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire, la France confirme son état de guerre contre Daesh 10 jours après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts. Dans son annonce, ce n'est plus qu'une question d'heures et de jours, selon le général de Villiers, chef d'état-major des armées. François Hollande déclarait dans la matinée que la France intensifierait ses frappes et choisirait des cibles qui feront le plus de dégâts possible à l'armée terroriste. Et justement, pour la riposte contre Daesh, François Hollande veut compter sur les États-Unis. François Hollande qui est attendu donc ce mardi à Washington où il va s'entretenir sur le sujet avec le président américain Barack Obama. Et sachez pour terminer que Bruxelles est toujours en alerte maximale. Ce pour une semaine encore, la menace reste imminente. En France, une ceinture d'explosifs a été retrouvée hier à Montrouge, c'est dans le sud de la France. Elle pourrait appartenir à Salah Abdel-Slam qui, lui, court toujours. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.